Bonjour tout le monde. Dans ce cinquième chapitre, on va voir le principe de corrélation stratigraphique. Donc, en stratigraphie, c'est quoi une corrélation? Donc, une corrélation, c'est le fait de relier des phénomènes géologiques, par exemple un faciès, une formation, une anomalie géochimique, entre deux ou plusieurs sites plus ou moins éloignés. C'est-à-dire le fait de faire des correspondances, des liaisons entre des phénomènes géologiques dans des endroits différents. Et ce phénomène géologique, ça peut être par exemple, on corrèle un faciès, on corrèle une formation, on corrèle aussi des anomalies géochimiques. Hein? Donc, voilà, c'est le fait de relayer ces phénomènes géologiques dans deux ou bien plusieurs sites plus ou moins éloignés. On distingue différents types de corrélations. Corrélation lithostratigraphique. Corrélation lithostratigraphique. Donc, si vous voyez bien ici, lithostratigraphique, c'est-à-dire on s'intéresse ici à la lithologie. Corrélation biostratigraphique. Biostratigraphique, donc on se base sur les zones ou bien les biozones. Corrélation chronostratigraphique, et si on s'intéresse surtout à la subdivision des séries sédimentaires en unités chronostratigraphiques. C'est-à-dire on relie, on corrèle les unités chronostratigraphiques. Corrélation séquentielle, on corrèle les séquences de dépôt. Corrélation diagraphique, hein? Diagraphique, donc c'est une méthode géophysique. Et aussi, on peut utiliser beaucoup c'est-à-dire de corrélations. Les corrélations lithostratigraphiques. Lithostratigraphiques, on a dit, ici on s'intéresse à la lithologie. Donc les corrélations lithostratigraphiques supposent que les mêmes dépôts se sont sédimentés de façon uniforme sur une assez vaste étendue. Voilà sur l'illustration. On a ici 4 séries sédimentaires dans 4 localités différentes et on veut faire des corrélations entre ces séries sédimentaires, ces 4 séries sédimentaires. Donc, si je veux faire les corrélations lithostratigraphiques, je dois me baser sur la lithologie, c'est-à-dire les faciès lithologiques. Autrement dit, je corrèle, je relie les faciès de même nature. Je relie les faciès de même nature. Par exemple ici, je relie les dolomies dans cette série avec les dolomies de la deuxième série, avec les dolomies de la troisième et la quatrième série. La même chose, je relie les grès, le faciès de grès, dans toutes les 4 séries. Je relie, par exemple, les argiles. Vous voyez là, donc, je corrèle ou bien je relie les faciès de même nature. Donc, les repères ici, les repères ou bien voilà, les marqueurs pour faire ces corrélations, c'est quoi? C'est les limites de faciès. Je relie la limite de faciès. Je relie par exemple la base de ces dolomies avec la base de ces dolomies dans l'autre série et ainsi de suite. Et le sommet avec le sommet. Donc je relie les limites de faciès. C'est ça les corrélations lithostratigraphiques. Ok? Maintenant les corrélations biostratigraphiques. Hein? Chaque subdivision de l'estoire de la Terre étant caractérisée par sa faune ou sa flore propre. Ça, on le sait bien que
l'histoire de la Terre, on peut le subdiviser et chaque subdivision, elle est caractérisée par sa faune et sa flore propres. Surtout dans l'éon, le dernier éon, c'est le Phanérozoïque. C'est parce que c'est lui qui est caractérisé par une vie développée. Et ces fossiles, ce contenu fossilifère, il permet de reconnaître les dépôts contemporains, c'est-à-dire les dépôts de même âge, les dépôts qui se sont déposés en même temps, et aussi d'apprécier la position relative de dépôts d'âge différents. C'est-à-dire, ces fossiles, ils nous permettent de dater les dépôts sédimentaires et aussi de faire une chronologie relative entre les dépôts et dire par exemple ces sédiments ils sont plus récents que ces sédiments. Pourquoi? Parce que dans la première série j'ai trouvé un fossile qui a vécu par exemple pendant le Crétacé, et dans la deuxième série, la plus récente, je trouve des fossiles par exemple de Cénozoïque. Vous voyez là, à l'aide de ce contenu en fossile, je peux faire une chronologie relative de ces sédiments ou bien ces séries sédimentaires. Donc les fossiles, ils permettent de reconnaître les dépôts contemporains, et aussi si je trouve un fossile stratigraphique dans deux séries sédimentaires, ou bien dans deux couches différentes. Si vous vous rappelez du principe d'identité paléontologique, automatiquement, ces dépôts, ils ont le même âge. Ce sont des dépôts contemporains. Pourquoi? Parce que j'y ai trouvé le même fossile stratigraphique. Ok? Donc, pour faire les corrélations biostratigraphiques, pour faire les corrélations en général, à grande distance, c'est-à-dire les localités éloignées, il ne faut tenir compte que des fossiles stratigraphiques. Vous voyez là, donc si je veux faire des corrélations biostratigraphiques entre deux séries sédimentaires qui sont très éloignées, je dois se baser sur les fossiles stratigraphiques. Là, on a expliqué c'est quoi un fossile stratigraphique déjà. Donc c'est un bon fossile qui nous permet de dater, de donner un âge au dépôt. Ok? Très bien. Voilà. Sur l'illustration, toujours on a 4 séries sédimentaires dans 4 localités différentes. Dans ce cas, je fais les corrélations, ou bien je fais mes corrélations en se basant sur, c'est quoi les repères ici? C'est les limites de biozone, Par exemple, j'ai ici la première biozone, c'est celle-là. Et on a dit que la biozone, elle peut être des couches de même nature ou bien aussi des couches de nature différente. Je peux corréler par exemple ici un calcaire avec une argile ici. Ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est quoi? C'est le contenu en fossile. S'ils ont le même contenu en fossile stratigraphique toujours, dans ce cas, je peux dire que ces deux, ils ont le même âge. Et j'ai dit que les repères pour faire les corrélations biostratigraphiques, ce sont les limites de biozone. Je relie la limite basale de la biozone dans toutes les séries et je relie la limite sommitale de la biozone dans toutes les séries. Ok? Les corrélations géochronologiques, on a vu les corrélations lithostratigraphiques, les corrélations biostratigraphiques
Là, les corrélations géochronologiques. C'est par la méthode des âges isotopiques. Ce sont généralement considérés comme les seuls valables. Hein? Géochronologique. Lorsque je dis géochronologique, toujours, c'est quoi? C'est la datation absolue. C'est la datation absolue. Par quoi? Par la radiochronologie. Hein? Par les isotopes. Par les isotopes. Donc, je fais une datation absolue pour faire les corrélations. Je corrèle ici quoi? Les dépôts qui ont le même âge. Les dépôts qui ont le même âge. Trouvés bien sûr par la radiochronologie, par les isotopes. Et ce sont généralement considérés comme les seuls qui sont valables. Bien, ce sont des corrélations qui sont fiables. Parce que ici, on calcule ou bien on mesure l'âge absolu des sédiments. Donc, il représente le dernier recours en cas d'absence de fossiles conservés. Donc, si on n'a pas de fossiles stratigraphiques et je veux corréler des séries sédimentaires qui sont très éloignées, donc je n'ai pas de choix, je dois faire une datation absolue par la radiochronologie. Comme ça, je peux savoir les dépôts qui ont le même âge, hein, pour les faire relayer. Voilà. Donc, c'est quoi les repères dans ce cas? Les repères pour faire les corrélations géochronologiques. Je me base sur les lignes de temps. Sur les lignes de temps. Vous voyez? Si je prends par exemple cette ligne-là, c'est-à-dire tous les faciès traversés par cette ligne, ils ont le même âge. Autrement dit, ils se sont déposés au même temps. La même chose pour cette ligne. Tous les faciès qui sont traversés par cette ligne, ils ont le même âge ou bien ils se sont déposés au même temps. Ils sont contemporains. Ok? Et regardez ici, si je prends cette ligne, là, elle a traversé quel faciès? C'est le calcaire. Dans la deuxième série, il a traversé les argiles. Et dans la quatrième série, il a traversé les grès. La nature du faciès, elle change. Et même si les faciès ils sont différents, ils ont le même âge. Tout simplement parce qu'ils se sont déposés au même temps. Ok? Donc, pour les corrélations géochronologiques, je me base sur les lignes de temps. Je donne une petite comparaison ici. Là, j'ai toujours 4 séries sédimentaires différentes. Si je fais les corrélations lithostratigraphiques, on a dit les repères pour faire les corrélations lithostratigraphiques, c'est les limites de faciès. Hein? Là, je corrèle une argile avec une argile avec une argile, un grès avec un grès avec un grès. Mais est-ce que ces corrélations lithostratigraphiques, ils ont une signification en termes d'âge? Non. Pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai, je corrèle le même faciès, mais est-ce que ce faciès, qui est les argiles dans la série 1 et les argiles de la série 2, ils se sont déposés au même temps ou non? Donc, est-ce qu'ils sont contemporains ou non? Bien sûr, non. Ok? Si je me base sur les lignes de temps, ce faciès d'argile, ces faciès, ils ne sont pas contemporains dans les 3
dans les 3 séries. La même chose pour les grès, ici. Donc, les corrélations lithostratigraphiques, j'ai dit, elles ne sont pas fiables. Hein? Pourquoi? Parce que je peux corréler les faciès qui ne sont pas contemporains. Ok? Mais, si je me base sur les repères des lignes de temps, toujours dans les 4 séries, dans ce cas, regardez, je prends par exemple la ligne T4. Elle traverse les calcaires dans la première série. Et c'est le contact. Et ici, c'est les argiles dans la deuxième série. Et ici, c'est les argiles. Et dans la 4e, c'est les grès. Ok? Les faciès, elles diffèrent d'une série à l'autre, mais quand même, ils sont contemporains. Ils sont contemporains. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que les corrélations géochronologiques, c'est les plus fiables en géologie. C'est les plus fiables. Parce que, et si je mesure l'âge, ou bien je calcule l'âge par la radiochronologie, la même chose ici, et puis je fais des corrélations entre les faciès qui sont contemporains, qui ont le même âge. Très bien. Là, j'ai un paysage toujours du Grand Canyon américain. Là, si je vous demande, par exemple, si j'effectue un log, ou bien une colonne stratigraphique, ici, dans cette localité, un autre log ici, et un 3e log ici, et je vous demande de faire les corrélations. Hein? Quelle corrélation je peux utiliser? Dans ce cas, je peux utiliser les corrélations géochronologiques. Je peux utiliser aussi les corrélations biostratigraphiques. Et je peux aussi utiliser les corrélations lithostratigraphiques. Pourquoi je peux utiliser les corrélations lithostratigraphiques? C'est-à-dire, je corrèle ce faciès, par exemple, avec ce faciès. Ce faciès avec ce faciès. Ce faciès avec ce faciès. Tout simplement parce que je suis dans une localité. Cette série, elle n'est pas loin de cette série. La même chose, il n'est pas loin de cette série. Je parle à l'échelle d'une localité. Dans ce cas, les corrélations, c'est-à-dire je corrèle les mêmes faciès. Argile avec argile, calcaire avec calcaire, marne avec marne. Et ils ont une signification aussi en termes d'âge. Pourquoi? Tout simplement, voilà, dans ce cas, à l'échelle d'une localité, les repères, ou bien les limites de faciès, c'est la même chose avec les lignes de temps. Donc, cette limite de faciès est là aussi une signification de ligne de temps. Pourquoi? Parce que je suis dans une localité, à l'échelle d'une localité. Ok? Donc, à l'échelle locale, c'est-à-dire courte distance entre les séries sédimentaires, les corrélations lithostratigraphiques sont les mêmes que les corrélations géochronologiques. C'est-à-dire elles ont la même signification. Et à l'échelle régionale, là, dans ce cas je parle des distances moyennes, les corrélations lithostratigraphiques ne sont pas les mêmes que les corrélations géochronologiques. On l'a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, si j'ai des distances un peu éloignées entre c'est-à-dire des localités,
je peux avoir ce qu'on appelle des changements de faciès, des changements latéraux, voilà, des changements latéraux de faciès. Donc, les corrélations lithostratigraphiques ne sont pas les mêmes avec les corrélations géochronologiques. Et si je parle à l'échelle du bassin, c'est-à-dire de longue distance, je ne peux pas utiliser les corrélations lithostratigraphiques. Seules les corrélations géochronologiques peuvent être utilisées. Je peux à la rigueur utiliser les corrélations biostratigraphiques, mais dans le cas où j'ai trouvé un très bon fossile stratigraphique. Si je trouve un très bon fossile stratigraphique dans deux séries sédimentaires, même s'ils sont très éloignés, je peux aussi c'est-à-dire les utiliser les corrélations biostratigraphiques. Maintenant, le résultat des corrélations, c'est-à-dire l'objectif de ces corrélations. Pourquoi on effectue ces corrélations en stratigraphie? Je vous donne ici un exemple pour comprendre un peu l'objectif des corrélations. Là, j'ai 3 logs stratigraphiques effectués dans 3 localités dans le Grand Canyon américain. 3 logs dans 3 localités différentes. Après avoir effectué ces 3 logs, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la dernière formation, ou bien la formation qui termine le premier log, je la retrouve dans le deuxième log. La même chose, la formation qui termine le deuxième log, je la retrouve dans le troisième log. Ok? Et pour faire les corrélations entre ces 3 logs, ces 3 colonnes stratigraphiques, j'ai des repères communs. J'ai des repères. C'est quoi? C'est ces formations-là. Par exemple, entre le premier et le deuxième, le repère commun, c'est cette formation. Et le repère entre la deuxième colonne et la troisième, c'est toujours cette formation. Donc, en se basant sur ces repères, je peux faire les corrélations entre ces 3 logs. Et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que ces corrélations entre 3 sites dans le Grand Canyon américain, elles me permettent de construire une colonne stratigraphique depuis le précambrien jusqu'au Cénozoïque. Donc je peux avoir une colonne stratigraphique complète de tout le Grand Canyon américain, qui commence depuis le précambrien jusqu'au tertiaire. Ok? J'ai dit c'est tertiaire, c'est-à-dire c'est le Cénozoïque. Vous pouvez trouver dans la littérature le primaire, le secondaire, le tertiaire. Tout simplement, le primaire, c'est le paléozoïque, le secondaire, c'est le mésozoïque, et le tertiaire, c'est le cénozoïque. Mais la nomenclature primaire, secondaire, tertiaire, c'est un peu dépassé en géologie. On utilise surtout le paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque. Ok? Donc, le résultat des corrélations, on a dit, c'est de pouvoir construire une colonne stratigraphique complète de tout le Grand Canyon américain qui débute ou bien qui commence depuis le précambrien jusqu'au Cénozoïque. Vous voyez un petit peu là l'objectif des corrélations? Je vous donne un autre exemple. Et l'exemple ici, c'est le prisme sédimentaire
de l'Albien jusqu'au Tyrolien du bassin d'Agadir. Hein? Donc, dans le bassin d'Agadir, j'ai effectué des séries, des colonnes stratigraphiques, des logs stratigraphiques qui couvrent un peu le bassin depuis l'est vers l'ouest. Après, j'ai subdivisé ces séries sédimentaires en séquences de dépôt. Comment? Tout simplement, ici je me suis basé sur surtout les phases de transgression-régression. Les phases de transgression-régression. Ok? Très bien. Et à partir de ce schéma, donc ce schéma, il me donne beaucoup d'informations sur le prisme sédimentaire albien jusqu'au turonien du bassin d'Agadir. La première remarque, c'est que, regardez ici, je parle des épaisseurs, en allant de l'est vers l'ouest. Vous voyez là, les épaisseurs augmentent en allant de l'est vers l'ouest. Ça veut dire qu'on a ici une ouverture c'est-à-dire du prisme sédimentaire depuis l'est vers l'ouest. Aussi, en allant de l'ouest vers l'est, hein, je commence à avoir ici dans au niveau de cette localité-là, je commence à avoir des faciès rouges. Hein, lorsque je dis des faciès rouges ici, je parle des faciès continentaux. Alors que tout ça, vers l'ouest, ce sont des faciès marins. Ce sont des faciès qui se sont déposés dans un milieu marin. Et en allant vers l'est, j'ai les faciès continentaux qui commencent à apparaître depuis cette localité et en allant vers l'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces corrélations, elles peuvent me donner une idée sur la structure du prisme sédimentaire d'un bassin. Il suffit de faire des logs ou bien des colonnes stratigraphiques qui couvrent un peu le bassin et puis faire les corrélations entre ces colonnes. Et vers la fin, tu peux avoir une idée sur la géométrie ou bien la structure générale de bassin. Ok? Voilà, donc, les corrélations stratigraphiques, elles permettent de donner une vue sur l'organisation d'un prisme ou bien d'un bassin. Je peux avoir une idée ou bien une vue générale sur l'organisation d'un bassin à l'aide des corrélations. Ça aussi, c'est parmi les objectifs des corrélations en stratigraphie. Comme ça, on termine le 5e chapitre qui a été consacré aux corrélations stratigraphiques. Et on commence le 6e et le dernier chapitre dans lequel on va parler de la paléogéographie. La paléogéographie, c'est une discipline de la géologie dont le but est la reconstitution de la géographie passée à la surface du globe, la surface de la Terre. C'est-à-dire remettre les différents éléments géologiques à la place qu'ils occupaient à une époque donnée. Donc c'est une discipline de la géologie. Son objectif, ou bien son but, c'est quoi? C'est d'essayer de reconstituer la géographie passée. Autrement dit, il essaye de replacer les éléments géologiques à leur place dans le passé.
Ok? Et pour faire cette reconstitution, il me faut des arguments. Il me faut des arguments. Et la plupart des arguments qui permettent de reconstituer les milieux de sédimentation, ils sont tirés de l'étude des faciès de terrain. Vous voyez là? La plupart des arguments qui nous permettent de faire une reconstitution paléogéographique, ils sont tirés des faciès de terrain. Vous voyez ici l'importance de faciès en géologie, ou bien la roche. La roche. Je dis toujours que la roche, pour un géologue, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire qui est pleine d'informations. Dedans, il y a plein d'informations. Il suffit de bien étudier cette roche pour en faire sortir toutes ces informations et aussi les interpréter toutes ces informations. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit que un faciès, il peut nous donner des informations sur le milieu de dépôt de cette roche. On peut savoir le milieu de dépôt de la roche à partir de son faciès. Ok? Donc la roche, elle contient des arguments, elle contient des informations sur son milieu de dépôt. Une roche aussi, il peut contenir des fossiles. Donc les fossiles, c'est quoi? C'est des traces de vie dans le passé. Donc une roche, il peut nous donner des informations sur la vie ancienne. Une roche aussi, on a vu la dernière fois, qu'elle peut contenir des informations sur les inversions de polarité du magnétisme terrestre. La roche, elle enregistre ces inversions de polarité magnétique. Donc, il nous donne des informations sur le magnétisme terrestre dans le passé. Ok? La roche, on l'a vu aussi la dernière fois, qu'elle peut contenir des informations sur le climat passé dans la Terre. Bien sûr, la Terre. Et elle peut nous donner des informations sur les paléoclimats. Et par la suite, elle peut nous donner des informations sur même l'orbite de la Terre. L'orbite de la Terre. Une roche, elle peut nous donner des informations elle peut nous donner des informations astronomiques, c'est-à-dire sur l'orbite de la Terre. Vous voyez ici la roche, pour un géologue, ce n'est pas juste une pierre. Hein? Pour un géologue, la roche, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire. Et dedans, il y a beaucoup d'informations. Ce qu'il faut, comme je viens de dire, c'est que il faut bien étudier cette roche pour faire sortir ces informations et pour les interpréter. Ok? Retournons à notre sujet sur la paléogéographie. Donc, une reconstitution paléogéographique s'accompagne naturellement d'éléments paléoclimatiques et paléo-environnementaux. C'est-à-dire, c'est lorsque je veux faire une reconstitution paléogéographique, automatiquement, je dois chercher des éléments paléoclimatiques et aussi des éléments ou bien des informations ou bien des informations sur les paléo-environnements.
Ok? Voilà, on va faire quelques rappels, ou bien on va voir quelques rappels. Bien sûr, ces rappels des choses qui vont nous aider à reconstituer la paléogéographie. La première information, c'est l'actualisme, ou bien c'est le principe d'actualisme. Ce principe, on l'a déjà vu, je pense, dans la première séance, dès la première séance. Le principe d'actualisme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle postule que les processus géologiques passés, elles sont identiques à ce que l'on observe actuellement. Érosion, sédimentation, métamorphisme. C'est-à-dire que les phénomènes géologiques qu'on voit actuellement, par exemple l'érosion, la sédimentation, on sait comment se fait la sédimentation maintenant. On sait comment se fait l'érosion. C'est de la même manière qu'ils se font dans le passé. Okay? C'est ça tout simplement l'actualisme, ou bien le principe de l'actualisme. Voilà, donc un exemple ici. J'ai sur la photo, sur l'image, quoi? Je vois un littoral actuel. Hein? Un littoral actuel, la plage. Et sur cette plage, j'ai quoi? J'ai ici des structures sédimentaires. Ce sont des rides de vagues. Ou bien aussi, je trouve des rides de coraux. Ok? Ça, c'est ce que je vois actuellement sur les plages. Mais ces structures, je peux les trouver dans une série sédimentaire, hein, qui est très, très loin de la plage, actuellement. Hein, je peux trouver ces structures dans une série sédimentaire qui est très loin de la plage. Ok? Donc, je vois les mêmes structures. Ok? Et, tout simplement, ces structures, elles témoignent d'un ancien littoral. Lorsque je trouve ces structures, ces rides de vagues, lorsque je les trouve dans une série sédimentaire, je peux savoir qu'il s'agit d'un ancien littoral. Ok? J'applique le principe d'actualisme. En appliquant ce que je vois maintenant, actuellement, je peux reconstituer le paléo-milieu. Il s'agit ici d'un littoral. La même chose ici, on a les rides de vagues. Ce sont des structures sédimentaires que je vois actuellement sur les littoraux ou bien les milieux de plage. Et en bas, c'est les mêmes structures sédimentaires mais qui sont fossilisées. Donc les mêmes structures sédimentaires, elles témoignent d'un même milieu de dépôt. Là aussi, j'ai les traces de terriers sur un littoral actuel. Hein, ce sont des traces formées par les organismes vivants. En bas, c'est les mêmes traces de terriers, mais qui sont fossilisées. Voilà. On a dit que c'est les traces de terriers, elles sont formées par des organismes vivants. Les mêmes traces ici mais qui sont fossilisées sur un grès. Et automatiquement, ces mêmes traces, elles témoignent d'un même environnement. C'est-à-dire, ce grès-là, il a été formé dans un littoral. Un autre exemple,
c'est les laves en coussin. C'est ce qu'on appelle les laves en coussin ou bien les pélolavas. Généralement, ces pélolavas, je les trouve ou bien au niveau des dorsales médio-océaniques. Ces mêmes laves en coussin, ici, mais qui sont fossilisées. Hein? Voilà, donc les laves en coussin, ici, qui sont fossilisées, elles peuvent, en appliquant le principe d'actualisme, je peux reconstituer le contexte géodynamique de formation de ces pélolavas. Parce que je sais bien maintenant où ou bien dans quel contexte géodynamique se forment ces pélolavas. On a dit généralement c'est au niveau des dorsales médio-océaniques. Ok? Vous voyez là comment, en appliquant le principe d'actualisme, on peut reconstituer le passé, c'est-à-dire la géographie passée. Très bien. Le faciès. Le faciès, si vous vous rappelez bien de la définition d'un faciès, en géologie, on a dit, c'est l'ensemble de caractères lithologiques, paléontologiques et sédimentologiques d'un dépôt. L'ensemble de caractères lithologiques, c'est-à-dire la lithologie, paléontologique, c'est les fossiles, le contenu fossilifère, et sédimentologique d'un dépôt. Ok? Maintenant, comment on peut, ou bien comment on utilise tous ces indicateurs pour reconstituer les paléo-environnements et par la suite reconstituer la paléogéographie ou bien la géographie passée. Voilà, les indicateurs lithologiques. Donc, c'est le caractère lithologique. Ce caractère, ou bien cet indicateur, il peut nous donner des informations sur les paléomilieux. Comment? On va donner des exemples. Par exemple, la minéralogie. La minéralogie. Comment je peux utiliser la minéralogie? Surtout, je me base sur le taux de la silice et le taux de carbonate. Le taux de la silice et le taux de carbonate. Si vous vous rappelez bien, on a dit, dans les milieux peu profonds sur une plateforme, généralement, on trouve les grès. Et dans un milieu moyennement profond, les argiles. Et dans un milieu plus profond, les carbonates. Donc, si je compare ce taux de silice et de carbonate, je peux avoir une idée sur le paléomilieu, ou bien le milieu de dépôt de la roche. Si j'ai le taux de la silice, il est très élevé. Le taux de la silice, il est très élevé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sable dans la roche. Automatiquement, je peux savoir que son milieu de dépôt, il est dans le littoral, sur la plage, dans un milieu peu profond. Et le taux de carbonate aussi, si on a un taux de carbonate très élevé, donc dans ce cas, je peux savoir que la roche elle a été déposée dans un milieu plus profond. Vous voyez là? Donc le taux de la silice et le taux de carbonate, ils peuvent nous donner des informations sur le milieu de dépôt de la roche. Comme vous voyez, là on a utilisé la minéralogie. Je peux utiliser aussi la granulométrie de la roche, c'est-à-dire la taille des grains de la roche. Si j'ai la taille des grains elle est plus grande, je sais bien que je suis au niveau de la plage. Et si la taille des grains elle est fine, je sais bien que je suis dans un milieu qui est plus profond. Ok? Très bien. Donc, je peux utiliser la granulométrie
pour avoir une information sur le milieu de dépôt de la roche. Tout ça, ou bien tous ces indicateurs, ce sont des indicateurs lithologiques. Je m'intéresse ici à la lithologie de la roche. Je peux aussi se baser sur les indicateurs hydrodynamiques. C'est-à-dire surtout les structures sédimentaires. Les structures sédimentaires. On a déjà donné l'exemple des rides de vagues. Lorsque je trouve les rides d'oscillation au niveau d'un faciès, automatiquement, je peux savoir qu'il s'agit d'un milieu littoral. On a vu l'exemple, on vient de le voir. Un autre exemple, c'est le lithage, ou bien la stratification de la roche. La stratification, je peux trouver à l'intérieur de la roche un lithage oblique. Un lithage planaire. Ou bien je peux trouver aussi des lithages qui sont entrecroisés, ou bien les stratifications qui sont entrecroisées. Donc ils sont obliques, mais dans les sens qui diffèrent. Et tout ça, toutes ces structures, elles nous donnent une information sur l'énergie du milieu. Okay? La même chose aussi dans la granulométrie, j'ai oublié de le dire. Si je trouve par exemple des débris par exemple de coquilles ou bien des grains qui sont cassés, donc je peux savoir avec des angles, je peux savoir qu'il s'agit d'une énergie un peu à moyenne. Et si j'ai des grains qui sont très usés, je peux avoir une idée sur l'énergie aussi, qu'il s'agit d'une énergie un peu élevée, ou bien une énergie un peu forte. La même chose ici, la stratification, soit laminaire, soit oblique, soit entrecroisée, tout ça, ça me donne des informations sur l'énergie du milieu. Comme ça, aussi, j'ai utilisé, ou bien je me suis basé sur les indicateurs hydrodynamiques. Un indicateur biologique, l'indicateur biologique d'un faciès. Dans ce cas, je parle des fossiles. Si je trouve, par exemple, des fossiles à l'intérieur de la roche, et lorsque je dis fossiles, ça peut être des traces d'organismes, par exemple des coquilles de gastéropodes, coquilles des bivalves et tout ça, mais aussi les traces de vie de ces organismes. Je peux trouver des traces de vie, par exemple les traces d'habitat, les traces de locomotion ou bien de déplacement, les traces j'ai dit de déplacement, d'alimentation aussi. Je peux trouver des traces d'alimentation. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs biologiques. Et tous ces indicateurs, soit biologiques, soit hydrodynamiques, soit lithologiques, qui sont tirés du faciès, je peux les utiliser, ou bien ils peuvent me servir pour reconstituer les paléomilieux, les milieux de dépôt de ces roches. Ok? Très bien. Maintenant, pour faire une reconstitution paléogéographique, par exemple, d'une région, la démarche, il consiste à faire quoi? D'abord, il faut bien étudier la géologie de la zone et faire une cartographie des faciès et de faire une cartographie de tous les faciès rencontrés dans la région. Et à la fin, établir des cartes de répartition de faciès. Carte de répartition des faciès. Exemple que j'ai donné ici, c'est
la répartition des faciès dans le golfe Atlantique au cours du Crétacé inférieur. Au cours du Crétacé inférieur, les faciès, ou bien les faciès de cette région, elles sont réparties de cette manière. Là, c'est quoi? C'est le continent. Là, ce sont des faciès de bassin. Faciès de bassin, c'est-à-dire les faciès plus profonds. Et voilà, ici, ce sont des faciès marginaux. Faciès marginaux, c'est-à-dire c'est les faciès mixtes. C'est-à-dire les faciès de contact entre le continent et la mer. Ok? Vous voyez là, donc, j'ai effectué une carte de répartition des faciès à une époque donnée. Et si je parle bien du Crétacé inférieur. Comme ça, je peux avoir une idée aussi sur la paléogéographie de cette région. Ok? Maintenant, j'ai effectué une cartographie et il me faut d'interpréter ces faciès. Il faut les interpréter. Hein? En utilisant quoi? Les indicateurs qu'on vient de voir. Les indicateurs lithologiques, je dois étudier ou bien étudier la lithologie de ces faciès, bien étudier les indicateurs hydrodynamiques ou bien sédimentologiques de ces faciès et étudier aussi les indicateurs biologiques, c'est-à-dire les fossiles et les traces de vie. Ok? Très bien. Donc, on a dit, au début, je dois effectuer une cartographie de répartition des faciès de la région. Après, il faut les interpréter, ces faciès. On a dit, j'interprète la lithologie déjà. Voilà, on a donné l'exemple que chaque lithologie, on a donné l'exemple de la plateforme et on a dit, dans les milieux peu profonds, généralement, c'est les grès qui se déposent. Dans des milieux moyennement profonds, c'est généralement les argiles. Et dans des milieux qui sont plus profonds, généralement, ce sont des calcaires, qui se déposent. Ok? Là, je commence à faire l'interprétation lithologique des faciès. Donc, si je trouve par exemple un calcaire, voilà, un calcaire, je dois dire que ici, c'était un milieu profond dans le passé. Ok? Et si je trouve par exemple un grès, je peux dire c'est avant ou bien dans le passé, ici c'était une plage. Hein? Là, je parle globalement, hein, parce qu'il faut faire attention, hein, parce que je peux aussi trouver des grès dans un milieu continental, c'est-à-dire dans un fleuve par exemple. La même chose aussi pour les calcaires, je peux les trouver dans un milieu continental, dans les lacs par exemple. Là, je parle au niveau de la plateforme. Ok? Un autre exemple ici. Là, les sables, donc les sables fluviatiles, avec ces structures obliques. Généralement, ces sables, je les trouve dans les fleuves. Là, j'ai donné un exemple, c'est-à-dire des sables dans un milieu fluviatile et pas marin. Okay, donc, ce n'est pas la plage. Je dois faire aussi une interprétation paléontologique. Je fais l'interprétation lithologique, puis biologique. Je donne des exemples aussi. Par exemple, dans une série sédimentaire, j'ai trouvé ces organismes, ou bien ces fossiles-là. Ce sont des rudistes. Les rudistes, ce sont des bivalves qui vivent fixés sur le substrat et ils vivent c'est-à-dire, ils sont grégaires, c'est-à-dire ils vivent en association. Ils vivent en association.
Ok? Et où se forment, ou bien où se développent ces rudistes? Généralement, ils se forment, ou bien ils se développent dans le domaine récéphale. Dans le domaine récéphale de la plateforme. Ok? Et lorsque je vois par exemple les rudistes comme ça sur une série sédimentaire, je peux reconstituer le paléomilieu et dire que, et si c'était un faciès, c'était un récif dans le passé. C'était un récif dans le passé. La même chose ici. Ok? Donc là, j'ai utilisé l'indicateur paléontologique pour reconstituer le milieu du dépôt. Hein? Généralement, lorsqu'on trouve ces fossiles, ces rudistes, automatiquement, ça témoigne d'un environnement de dépôt récifal, dans des récifs. La même chose ici. Regardez là. Ça, c'est l'actuel. C'est un récif corallien actuel. Et là, c'est un fossile. C'est un polypier fossile. Ou bien ce sont des polypiers fossiles. Automatiquement, actuellement, où je peux trouver ces organismes? Je les trouve, ils se développent dans des récifs. Lorsque je trouve ces polypiers coloniaux dans des séries sédimentaires, ou bien dans une série sédimentaire, je peux savoir qu'il s'agit d'un ancien récif. Et aussi, je dois faire une interprétation sédimentaire, ou bien sédimentologique, pardon, ou bien interprétation dynamique. Sédimentologique ou bien dynamique. Et dans ce cas, je me base surtout sur les figures sédimentaires ou bien les structures sédimentaires. On a donné tout à l'heure l'exemple des rides. Là, c'est un littoral actuel, ces rides. Lorsque je les trouve dans une série sédimentaire fossilisée, je peux dire que ici, il s'agit d'un ancien littoral. Pourquoi les mêmes structures sédimentaires? J'ai utilisé l'indicateur hydrodynamique ou bien dynamique. Je me suis basé sur les structures sédimentaires. Après, au début, j'ai fait la cartographie des distributions des faciès de la région. Puis, j'ai interprété ces faciès. J'ai interprété les indicateurs lithologiques. J'ai interprété les indicateurs biologiques ou bien paléontologiques. Puis, j'ai interprété les indicateurs hydrodynamiques ou bien sédimentologiques. Et là, je dois faire des synthèses. Je dois faire une synthèse cartographique. Voilà, exemple. Ici, j'ai la reconstitution de la paléogéographie du golfe atlantique pendant le Cénomanien et le Turonien. Ok? Lorsque je parle du golfe atlantique, c'est tout ça. C'est toute cette région. Et regardez ici, le résultat c'est quoi? Bien sûr, regardez, je parle ici de Cénomanien jusqu'au Turonien. C'est la période de Cénomanien jusqu'au Turonien. La région, c'est notre région ici. Comment elle a été? Je prends l'exemple des Rachidia, Goulmima, Tienrir, Boumal, Ouarzazate, toutes ces villes-là. C'est quoi? Ce sont, je trouve, des dépôts de Cénomaniens et Turoniens, et ce sont des faciès marins. Donc, pendant le Cénomanien turonien, là, c'est le continent, et tout ça, c'est la mer. Donc, la mer, elle a envahi toute cette région. Donc, toutes ces villes, elles sont sous l'eau de la mer
cénomanienne ou bien de la mer du cénomano-turonien. Vous voyez là comment j'ai pu reconstituer un peu la paléogéographie ou bien la géographie de cette région pendant le cénomano-turonien. Tout simplement, j'ai suivi toutes les étapes. Je fais la cartographie de distribution des faciès, puis j'interprète mes faciès en termes, ou bien on utilisait l'indicateur lithologique, puis paléontologique, puis sédimentologique, et après je dois faire une synthèse cartographique, c'est-à-dire une carte de la géographie pendant une époque passée. Ok? Très bien. Le paléomagnétisme. Donc, on a vu que on peut se baser sur les faciès. Et comment on peut se baser sur les faciès pour reconstituer la paléogéographie? Il y a aussi d'autres indicateurs qu'on peut utiliser pour reconstituer la géographie passée. Et parmi ces indicateurs, c'est le paléomagnétisme. C'est le paléomagnétisme. On a vu un petit peu, on a expliqué déjà un peu. On va le réexpliquer. Comment on utilise ces indicateurs du paléomagnétisme pour reconstituer la paléogéographie? Généralement, on a dit que au niveau des dorsales, c'est la formation des basaltes, c'est la remontée du magma, et qui est riche en minéraux ferromagnétiques, les minéraux ferromagnétiques, et c'est ces minéraux qui enregistrent généralement la polarité. Hein? Donc, chaque basalte qui se forme ici, il enregistre la polarité du magnétisme terrestre de l'époque. Ok? Donc, les basaltes des fonds océaniques ont enregistré des inversions du champ magnétique terrestre. Ça, on l'a expliqué déjà. Mais comment on peut utiliser ça pour reconstituer la paléogéographie? Donc, on peut reconstituer la position des continents en remettant bord à bord les anomalies magnétiques de même âge. Vous voyez là? On a dit que ça c'est la dorsale médio-atlantique entre l'Afrique et l'Amérique. Ok? Et là, de part et d'autre de cette dorsale, j'ai quoi? Les inversions de polarité qui sont enregistrées. Polarité normale, inverse, normale, ainsi de suite. Et si on prend, par exemple, cette anomalie magnétique, cette inversion, et on date cette anomalie. Et on a trouvé que cette inversion, elle a été enregistrée il y a 148 millions d'années. C'est là représenté en rouge. Et l'équivalent de celle-là, c'est celle-là. Parce qu'on a dit, c'est comme la dorsale, c'est comme l'axe de symétrie, ou bien le plan de symétrie. Ok? C'est comme un plan de symétrie. Ce que je trouve ici, je le retrouve dans l'autre côté. Je prends par exemple cette anomalie, on a dit, et c'est là l'équivalent, son équivalent c'est celle-là. Et en utilisant bien sûr des méthodes de datation, la radiochronologie par exemple, je date cette anomalie, elle m'a donné 148 millions d'années. Maintenant, si je veux reconstituer la géographie, il y a 148 millions d'années. Tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Je colle cette anomalie avec celle-là, avec son équivalente. Hein? Je les recolle.
Ici, je tire un peu l'Afrique vers ici et je tire l'Amérique vers ici pour faire coller cette anomalie avec celle-là. Et le résultat, c'est ici. Vous voyez là? Donc, j'ai collé cette anomalie avec son équivalente. Voilà, j'ai tiré un peu l'Afrique, j'ai tiré un peu l'Amérique, et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai remonté à la géographie de cette région il y a 148 millions d'années. J'ai retourné vers l'arrière 148 millions d'années et l'Amérique et l'Afrique, c'était comme ça. Comment j'ai pu faire ça? En se basant sur le paléomagnétisme. Hein? Je colle les anomalies magnétiques de même âge. Hein? Si je veux retourner par exemple 200 millions d'années, je prends l'anomalie qui date de 200 millions d'années, avec son équivalent ici, je les colle et je remonte à la géographie de cette époque. Vous voyez là, donc j'utilise le paléomagnétisme pour reconstituer la géographie passée. Et voilà, donc en utilisant toujours le même principe de paléomagnétisme, je peux remonter à des époques différentes. Hein. Là, c'est le présent. Et la position c'est-à-dire des continents, il y a 35 millions d'années. Ici, il y a 90 millions d'années, c'est-à-dire le Crétacé supérieur. Et au Crétacé inférieur, c'est-à-dire il y a 120 millions d'années, donc les continents, ils étaient comme ça. Donc ici, on a l'Amérique qui a été collée avec l'Afrique. Je redis que ici, on a utilisé le paléomagnétisme pour faire ces reconstitutions paléogéographiques, c'est-à-dire remettre les continents à la place qu'ils occupaient il y a 120 millions d'années. Ok? Avec ça, on termine le cours de stratigraphie. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous faire des présentations aussi, des travaux pratiques. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage.